Bienvenue dans les séries du Belge, une fois ici, vous êtes chez Manu. Bon, on arrête les conneries. Aujourd'hui, je vais vous parler de Miami Vice, Deux flics à Miami. Retour sur une série culte des années 80. Alors, c'est Deux flics à Miami, Miami Vice, tourné de 1984 à 1989, 5 saisons, 100 épisodes. Donc, de quoi ça parle pour ceux qui la connaîtraient pas? Eh bien, de deux flics, Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, un blanc, un noir, infiltrés dans les milieux criminels à Miami, ville de tous les dangers à l'époque. Ils se font passer pour des trafiquants de drogue afin de faire tomber des criminels. Ils font aussi dans le trafic d'armes, le milieu de la pornographie, etc., etc. Alors, pourquoi je vous parle de ce vieux brol? Ouais bon, lieutenant, ça va quoi, si on peut plus rigoler. Pourquoi je vous parle de cette série? Tout simplement pour deux raisons. En 2024, elle fête ses 40 ans, c'était sur NBC le 16 septembre. À l'occasion de ce 40e anniversaire, je voulais également revenir sur la genèse de la série, peut-être l'occasion d'apprendre quelque chose. Alors, on y va Sonny? Il paraît que t'as mieux à faire? Moi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis libre. Au début des années 80, à Miami, ça rigolait pas. Bien avant les émeutes de Los Angeles en 1992 et George Floyd plus récemment, eh bien, il y a des habitants noirs qui se font passer à tabac par les flics. La ville s'enflamme, les émeutes, ça pète dans tous les sens. Quand Don Johnson est arrivé sur place pour tourner le pilote, il s'est demandé où est-ce qu'il atterrissait. Il a dit, voilà, quand je suis descendu de l'avion, on pouvait sentir la tension dans l'air comme dans une cocotte minute. Et on tournait le pilote dans une maison et puis les émeutes ont éclaté. Le studio craignait pour nos vies et on a arrêté le tournage. Miami, dans les années 50 et 60, c'était la belle petite station balnéaire, pas très loin des Caraïbes. Entre 1979 et 1984, Escobar écoule des tonnes de cocaïne, jusqu'à 2500 kilos de cocaïne par jour amenés par les avions. D'ailleurs, je vous invite à voir le film Barry Seal avec Tom Cruise. Mais en même temps, au début des années 80, il y a aussi des initiatives positives à Miami. On note par exemple la visite d'Andy Warhol qui visite donc le quartier Art déco, celui des fameux hôtels en bordure de mer, là celui où Tony Montana abat quelqu'un au début de Scarface. À l'époque, c'était des hôtels qui tombaient en décrépitude, ils étaient infestés de rats. Tu vas te faire ratatiner. On a également des artistes comme Christo, l'artiste bulgare, eh bien, il entoure plusieurs îles de Biscayne Bay, la baie de Biscayne, de polyuréthane rose, et il montre vraiment la beauté naturelle du lieu. Donc, ce qui fait que tout le passé avec les émeutes et tout ça est compensé par une espèce de renouveau artistique, de renouveau culturel qui donne une image plus positive de la ville. Eh ben, les types de Miami sont tellement plus décontractés. À l'époque, c'était le règne des vidéoclips. On se souvient de Michael Jackson dans Thriller ou de Duran Duran, Union of the Snake, des clips un peu à l'ambiance à la fois mortifère mais aussi à la Mad Max. Je vais bientôt finir par me retrouver sous les ponts. Michael Mann et Anthony Yerkovich, scénaristes et producteurs, vont avoir l'idée avec la chaîne NBC de créer Deux flics à Miami, Miami Vice. La légende dit qu'il y aurait deux mots qui auraient été écrits sur une nappe, MTV Cops, et que la série serait née. Donc Michael Mann trouve le scénario génial, il se dit ah ben voilà c'est trop cool, NBC le contacte également, finalement ils font un deal, Michael Mann leur dit vous me laissez être le producteur exécutif, le showrunner comme on dit maintenant, et j'ai le contrôle créatif et c'est bon. Michael Mann a une idée précise de ce qu'il veut pour le visuel de la série. Il crée un code de couleurs à partir des couleurs naturelles qu'il observe en Floride. Donc il a envie de vendre la lumière éclatante, tout ce qui est écrasé de soleil, et il met des diverses couleurs les unes à côté des autres, du jaune, du rose, du bleu, et ça crée un effet avec des pastels qui vibrent, et ça représente quelque chose de tout à fait neuf à la télévision à l'époque. On n'avait jamais vu une série télé dans ce goût-là. Il crée une unité dans les tons, et les acteurs portent des vêtements grands couturiers de Versace ou Armani qui n'étaient pas encore très connus à l'époque. Et quand ces acteurs passent devant un mur multicolore fait de pastel et que leurs vêtements sont à l'unisson, ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Donc Michael Mann fait également baigner sa série dans un univers de films noirs. Il n'est pas rare qu'on voit Crockett et Tubbs évoluer dans des
Port abandonné la nuit, on se souvient de l'épisode Evan à la fin de la saison 1 qui est vraiment un chef-d'œuvre en la matière. Et tout ça, ça rappelle l'imagerie des années 40 dans les films noirs. Et on voit d'ailleurs dès le pilote Tubbs qui est hanté par un passé qui est celui de son frère assassiné par Calderon. Et ça, c'est également une des caractéristiques des héros du film noir. Alors Michael Mann produit, et c'est son ambition, la série comme un film de cinéma, avec une esthétique léchée, des éclairages recherchés, un montage dynamique, et évidemment des tubes rock, les vrais, les authentiques, et il paie cher pour les avoir. Michael Mann engage Jan Hammer, un musicien d'origine tchèque hyper doué en musique électronique qui va véritablement créer l'ambiance de la série, lui donner une âme, c'est un peu le troisième personnage après Crockett et Tubbs. Et il va donner des partitions absolument extraordinaires, évidemment le Miami Vice Team qui sera numéro 1 pendant 11 semaines d'affilée, mais également le Crockett's Team. Évidemment ça coûte des thunes, hein. À l'époque, un épisode coûte environ 1,5 million de dollars contre plus ou moins 400 000 dollars pour une série mainstream. Après avoir mis en place le visuel de la série, Michael Mann et Yerkovich cherchent les interprètes capables de donner vie à Sonny Crockett et Ricardo Tubbs. À l'époque, ils pensent à des vedettes de cinéma, Jeff Bridges, Nick Nolte et même Mickey Rourke qui venait d'avoir un succès avec Rusty James. Mais à l'époque, quand t'étais star de ciné, c'est pas comme maintenant, tu faisais pas de télé parce que la télé, c'était pour les has-beens. Facilite-nous le coup. Alors, ils se rabattent sur des acteurs de séries télé. Il y a des choix assez bizarres, comme Larry Wilcox, le blondinet qui était à côté de Punch dans la série de flic à moto Chips, mais encore Richard Dean Anderson, futur MacGyver, ou encore Gary Cole, qui sera ensuite le héros de cette excellente série oubliée, Jack Killian, l'homme au micro. Alors, pour incarner Ricardo Tubbs, il y a également de futures vedettes, et pas des moindres. Denzel Washington, qui venait de la série médicale Synth Elsewhere, mais malheureusement, il n'avait pas envie de s'engager dans une nouvelle série télé, il craignait d'être un peu trop catalogué. Et même Edward James Olmos, le futur lieutenant Castillo. Finalement, la production se rabat sur un acteur assez inconnu, Philip Michael Thomas, qui avait un petit passé d'avoir joué dans des séries télé comme Sergeant Anderson, Starsky et Hutch, mais également d'autres productions un peu plus mineures, qui avait un parcours assez similaire finalement à celui de Don Johnson, et dès qu'ils se sont vus à l'audition, il y a eu une étincelle et ça a matché entre eux. Mais la chaîne NBC ne voulait pas de Don Johnson parce que il galérait depuis une quinzaine d'années. Il avait réalisé et tourné 4 pilotes qui n'avaient pas débouché sur une série télé hebdomadaire. Il avait également joué dans les années 70 dans des séries comme Kung Fu ou Les Rues de San Francisco. Il devait avoir la vedette de Battlestar Galactica, mais à la dernière minute, la production le remplace par Dirk Benedict. Et enfin, il devait également être la vedette de K2000, mais à la dernière minute, la production le remplace par Hasselhoff. Vous imaginez vous faire supplanter par une bagnole qui parle? Ouais, ça va, hein, quitte, t'arrêtes. Hein. Donc voilà, les deux acteurs sont choisis pour incarner Crockett et Tubbs, et ils conduisent des bolides de marque européenne, des Ferrari, mais également les volants de hors-bord super puissants pour asseoir leur identité de faux trafiquants de drogue et séduire les divers crapules qu'ils vont rencontrer au fil des épisodes. Alors Don Johnson trouve là le rôle de sa vie avec ce flic au bord de l'abîme, rongé par la culpabilité, parce que la plupart du temps, il est souvent plus loser que winner. Les gars qui l'arrêtent sont libérés. Il est dans une espèce d'univers de désespoir qu'on retrouve un peu comme les héros hantés par le film noir. L'acteur exprime très bien cette dualité flic, faux trafiquant, derrière un air un petit peu arrogant comme ça, il arrive vraiment à se rendre réellement attachant, et voici ce qu'il dit de son personnage. Well, with any character that you design, there are bound to be some similarities. Some of Sonny's hard partying qualities I've shared before in my life, and I think his sense about justice and fair play, and his concern about humanity, and when someone dies, it isn't just a throwaway, if you'll pardon the expression. It means something, and I think that what I've tried to give Crockett is a
some of the sense of loss that I sometimes feel when I've lost someone close to me. Alors beaucoup ont critiqué ensuite la série comme étant du style sans substance, on y reviendra lors d'une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels autres types de vidéos vous aimeriez voir, merci de vous abonner, liker, partager, ça aide la chaîne à grandir. À bientôt!